Si vous ne voulez pas finir comme Lumumba, comme Sankara, comme Laurent Gbagbo qui tient sa Bible quand les Blancs viennent le chercher dans son bunker, vous devez, soit vous ne touchez jamais à ces questions, et puis vous allez vivre votre vie tranquillement, soit vous vous blindez spirituellement, vous allez voir vos ancêtres, vous allez voir les parents dans tous les villages possibles pour qu'on vous prépare. Alors, à vous écouter, on peut croire que le continent est cadenassé, dans le sens où on ne maîtrise rien de ce qui est censé nous appartenir. Donc, comment être optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, il est cadenassé très bien. Ça, c'est le constat. Mais on constate aussi qu'il y a la possibilité de comprendre les mécanismes de son cadenassement, de son cadenassage, ou je ne sais pas comment dire ça. On comprend bien les mécanismes de domination du continent. En tout cas, on peut les comprendre. Et c'est la première des choses à faire, c'est de les comprendre véritablement. Et à partir de ce moment, on peut s'en relever, on peut les déjouer ou en tout cas les détricoter. C'est tant que la jeunesse panafricaine croyait Dieu qu'on fait dans le développement, oui, dans l'émergence, dans le NEPAD, il croyait Dieu qu'on fait dans toutes les solutions étrangères qui nous étaient infligées précisément pour nous enfumer, que nous étions dans la merde. Et je fais partie de cette jeunesse qui a cru Dieu qu'on fait au libéralisme, au capitalisme, etc. Développement, des conneries comme ça. Aujourd'hui, que cette jeunesse est de plus en plus nombreuse à se dire non, non, ça ne va pas, il faut qu'on retourne. Il y en a qui retournent carrément à l'initiation. C'est-à-dire ils sont nés à l'église carrément. Et maintenant, ils retournent au bois sacré. Il y en a qui sont nés, ils ont leur papa même est le chef de la mosquée du village, mais ils retournent au bois sacré. Et donc, oui, c'est tout ce mouvement, toute cette effervescence que nous observons depuis la fin des années 2000, de la décennie 2000, va produire dans une génération des solutions radicales pour notre avenir. Ça, il faut que vous le sachiez. Quand vous, là, vous aurez mon âge, beaucoup de choses auront changé radicalement. Ça, c'est clair et net. Parce que le changement, il est d'abord invisible. Il se fait dans l'invisible. Il se fait parce que nous le pensons, nous avons nos intentions, nous sommes de plus en plus nombreux à focaliser notre intention sur ce changement et alors l'univers se met en branle pour qu'il se réalise. Tant que nous n'y pensons pas du tout, nous sommes dans rien du tout, dans le vague, et sommes nous-mêmes les acteurs de notre propre déchéance, parce que moi je ne comprenais pas. Quand je sors d'Afrique pour venir en France, pour moi la France est un super pays accueillant. Mais quand j'ai compris que c'est la France qui met le feu dans mon pays et qui m'oblige à courir pour aller m'abriter n'importe où, je ne peux plus accepter l'idée simple que la France est accueillante. Non, je vois surtout qu'elle a mis le feu chez moi, c'est pour cela que j'ai dû quitter chez moi. Et donc, la première des choses que je vais exiger, ce n'est pas qu'elle soit accueillante, c'est qu'elle arrête de mettre le feu. Là, ça change de perspective. Alors que tant que je dis, ah oui, papa, la France, vraiment, il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire, il y a toujours des grèves, heureusement qu'il y a les institutions françaises qui m'ont bien voulu m'accueillir, je dois toute mon éducation à la France, c'est objectivement le cas, mais systémiquement, la France a mis le feu en Côte d'Ivoire et c'est ce qui m'a obligé à aller me chercher ailleurs et à me retrouver dans l'école française. Donc, la première des choses que j'exige aujourd'hui, c'est qu'elle arrête de mettre le feu. Évidemment, tant que nous serons de plus en plus nombreux à exiger cela, ça devient inéluctable. On comprend, tout le monde comprend que non, il faut dégager. Il faut dégager. Et aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut dégager n'ont pas les moyens objectivement de faire dégager quoi que ce soit. Mais leurs enfants, les enfants de leurs enfants, quand on a 300 000 ans d'histoire, on peut encore attendre une génération pour renverser la table. Et les moyens dont vous parlez, ce sont des moyens économiques, des moyens humains, intellectuels. De quels moyens précisément vous parlez? Comment vous pouvez situer ces jeunes-là en leur disant les gars, concentrez-vous sur ça, avec ça, on va pouvoir renverser tel pouvoir, on va pouvoir
changer telle chose. Et quels sont les moyens sur lesquels les jeunes devraient se concentrer? Depuis quelques années, on réfléchit de plus en plus à ça. Comment passer à l'action, quelles sont les modalités, etc. J'aime bien cette expression du doyen Aimé Césaire, qu'évidemment je n'avais pas comprise quand je l'ai lu la première fois. Il appelle ça les armes miraculeuses. La première catégorie de moyens au point de vue stratégique, ce sont des moyens spirituels. Si je suis sérieux avec moi-même, que je veux m'engager dans le combat pour le bien commun, je dois être spirituellement blindé. Si je n'ai pas confiance en moi, si je n'invoque pas mes ancêtres pour prendre toute ma place sur le front commun, je n'apporterai pas grand-chose. Dès le premier coup de fusil ou bien la première menace de licenciement, je vais venir demander pardon pour protéger ma place. Donc oui, la première des choses à faire, c'est d'être spirituellement ancré en soi, d'avoir une confiance inébranlable. Et nous avons eu un exemple dans notre histoire, il y en a certainement beaucoup, mais il y a un exemple particulièrement connu, c'est le bois Caïma d'août 1791 à Haïti. Et pour quelqu'un qui sort du bassin du fleuve Congo, il comprend ce que les gens ont dit là-bas. Ils ont parlé Kikongo et ils ont dit à leurs ancêtres de leur donner la force de Kanga Mundele. Donc aujourd'hui, oui, et les jeunes Africains les jeunes panafricains qui sont de plus en plus tentés d'entrer dans l'action, comprennent qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'action comme ça en sortant de l'église pour aller au front. Tu pries le Dieu des Blancs pour aller combattre les Blancs, il ne va pas laisser ses enfants pour t'es mort. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Évidemment, quand on dit ça comme ça, les gens pensent que c'est une facilité. Non. 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 Vous savez, comment on appelle la spiritualité de façon générale dans les langues africaines? On l'appelle en substance le savoir de l'invisible, la connaissance de l'invisible, l'aptitude à se connecter à l'invisible. Parce que tout se fait d'abord dans l'invisible avant de s'observer physiquement. Donc on ne peut pas changer une société dans ses rouages physiques, matériels, si on n'a pas conçu ce changement au point de vue spirituel. Ça n'est juste pas possible. Et on le sait de mieux en mieux aujourd'hui. Que les changements les plus fondamentaux se font d'abord au point de vue spirituel. C'est quand j'ai changé moi-même, que je me suis axé sur la fréquence du changement auquel j'aspire, que ce changement peut advenir. Sinon, ce n'est pas possible. Après, on peut regarder les modalités économiques, ça, nous, on sait faire. Les modalités économiques, c'est ce que j'ai appelé, j'ai donné des ateliers récemment, c'est ce que j'ai appelé le Ujamaa. J'aime employer les termes africains parce que j'ai dit, il s'agit de réhabiliter nos savoirs ancestraux pour repartir de l'avant. Et Ujamaa, c'est ce qu'on appelle couramment l'économie sociale et solidaire. L'Ujamaa, c'est le fait que nous fraternisions et que cette énergie qu'on appelle la fraternité soit le socle à partir duquel nous pouvons prendre des initiatives ensemble. Si nous sommes des frères, nous nous considérons comme des frères et que nous mettons ensemble des moyens, nous pouvons aller le plus loin possible. Mais si on ne se connaît pas plus que ça, il n'y a pas de fraternité entre nous, à la première difficulté, on commence à dire « Ah oui, mais moi j'ai mis 2 euros là, toi tu as mis 2,50 €, il faut qu'on compte bien la moitié des 2 euros égale plus le tiers. » Bon, ça c'est... Voilà. Donc il est très très important, en matière économique aussi, de créer de la fraternité, c'est donc toujours spirituel, hein. Créer de la fraternité, c'est une énergie, et de se fonder sur cette fraternité pour prendre des initiatives. C'est dans le cadre de l'Ujamaa, ce que j'appelle spiritualité de façon générale, dans le cadre de l'Ujamaa, c'est de la fraternité. On ne peut pas faire de grandes choses ensemble si nous ne fraternisons pas. Ce fameux lien de filialité. Exactement. Parlait Dominique Monotouka, c'est exactement ça. C'est ça. Et c'est valable dans
dans tous les domaines de l'activité humaine. La spiritualité, ce n'est pas seulement au temple hein, pour faire de l'initiation. D'ailleurs, quand on reçoit de l'initiation, c'est toute sa vie est guidée par ce qu'on a appris dans l'initiation. Donc, la spiritualité, c'est ça. Si je veux faire des choses avec les miens, il faut que nous fraternisions d'abord. Si nous ne sommes pas frères, ce n'est pas la peine. Il faut arrêter. Bon, j'allais poser une question qui peut paraître indiscrète lorsqu'on la pose en considérant que nous n'avons aucun lien de fidélité. Donc je vais la poser en considérant que nous en avons un. Klapopo, est-ce que vous êtes initié? Si je l'étais, je ne l'aurais pas dit. Mais sincèrement, non. Je ne suis pas initié. Parce que la facilité avec laquelle vous parlez de spiritualité peut faire penser que vous avez passé un cap que nous ou que d'autres n'ont pas passé. La fluidité de votre propos sur la thématique spirituelle. Non, ça c'est la réflexion, c'est de la théorie. Tout ce que je sais de ces questions, je l'ai lu dans des livres. Et mon dernier ouvrage porte sur cette question. C'est un cheminement personnel, c'est-à-dire que, voilà, je parlais de l'histoire, de ceci, de cela, et après, j'ai voulu construire mieux mon engagement pour être plus concret. C'est pour ça que je fais de moins en moins de conférences. J'aurais pu faire des conférences pour réfléchir à des choses que je peux faire concrètement avec des... Et cette réflexion m'a amené à publier mon dernier ouvrage sur la spiritualité ancestrale. Qu'est-ce que moi, à partir de mes lectures, j'ai compris de ce que c'est que la spiritualité ancestrale. Évidemment, ayant compris ce que je viens de dire, la prochaine étape, c'est de trouver le moyen d'entrer concrètement au bois sacré. Ça, c'est clair, mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Mais je peux au moins le dire aux jeunes frères et sœurs qui m'écoutent, que si vous voulez être sérieux avec vous-même, si vous ne voulez pas finir comme Lumumba, comme Sankara, comme Laurent Gbagbo qui tient sa Bible quand les Blancs viennent le chercher dans son bunker, vous devez, soit vous ne touchez jamais à ces questions, et puis vous allez vivre votre vie tranquillement, soit vous vous blindez spirituellement, vous allez voir vos ancêtres, vous allez voir les parents dans tous les villages possibles, pour qu'on vous prépare, pour que vous n'ayez peur de rien du tout. Là, vous pouvez faire des choses sérieuses. Sinon, bon, on va faire sitting à Paris, on va défiler, on va faire des choses comme ça. On peut créer une entreprise pour soi-même, etc. Ça, c'est super. Mais si on veut porter la responsabilité collective d'un peuple qui est parti depuis 500 ans et qu'on ne prend pas les dispositions au point de vue spirituel, c'est de l'enfantillage. Ça, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier ouvrage, « Moi, l'homme, Muntu était net de vibration ». Vous parliez tout de suite de Laurent Gbagbo, qui tenait sa Bible au moment où les Français sont venus le chercher dans son bunker. Mais Martin Luther King, lui aussi, tenait sa Bible. Marcus Mozart Garvey, prenez tous les exemples que vous voulez, le point spirituel est le point faible de la plupart de nos... Pourtant, ils ont permis, ces derniers qu'on vient de citer, à beaucoup d'Africains de s'émanciper de leurs conditions. Oui, mais nous, on veut que ce soit définitif. C'est parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait, que nous sommes à un point où on peut viser plus. Pourquoi refaire du Marcus Garvey? Ce serait déjà génial. Hein? Je serais tellement fier de faire le milliardième de ce que Marcus Garvey a fait. Mais si je suis sérieux avec moi-même, si chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission et l'accomplir, alors ma mission, ce n'est pas de refaire du Garvey, ni du Lumumba. Ils l'ont fait pour qu'on n'ait plus besoin de le faire. Donc il faut qu'on soit sérieux. Merci Klapopo. Ben, avec plaisir.